Bonjour, bienvenue à cette conférence conçue et réalisée par Savoir Devenir et l'INA dans le cadre du programme d'éducation aux médias et à l'information de la DGMIC du ministère de la Culture. La conférence s'intitule « Risque d'usage sur les réseaux sociaux, les atteintes au respect et à la considération de la personne dans le numérique ». Elle sera rediffusée le jeudi 2 décembre 2021 à 14 h pour ceux qui ne pourraient pas y assister. Nous savons que vous êtes nombreux en ce moment et très intéressés par ce sujet. Et nous sommes tous deux à votre disposition pour nos regards croisés. Maître Amaury de Saint-Amand, avocat au barreau de Paris, et moi-même, Divina Frommex, professeure à la Sorbonne Nouvelle. La question des risques d'usage implique tout d'abord de se faire un petit panorama de ce que l'on parle, parce que c'est quelque chose de très complexe, il ne faut pas se le cacher. C'est quoi les risques? C'est quoi les dangers? En fait, nous avons le sentiment, tous, je crois, d'être dans un environnement avec des peurs liquides, comme le dit le philosophe Zygmunt Bauman. C'est quoi ces peurs? C'est un peu les peurs de la mondialisation, c'est les peurs du numérique. Elles sont d'ordre philosophique. Est-ce qu'on est dans un univers technocentré, surveillé? Est-ce que nous sommes dans des technologies opaques, régies par des algorithmes? Là-dedans, qui est-ce qui contrôle qui? La souveraineté numérique, qui la garde? Est-ce que ce sont les États-Unis? Est-ce que c'est la France? Et évidemment, culturellement, est-ce que nous ne sommes pas en train d'être américanisés avec des questions qui ne sont pas nécessairement françaises, mais qui nous atteignent, notamment au niveau des risques? Alors, ce que nous disons, nous, à Savoir Devenir et avec l'INA, c'est qu'il faut faire une grande distinction entre le danger et le risque. Parce que le danger, effectivement, c'est paralysant, c'est de l'ordre de la menace, c'est de l'ordre de la peur, voire de la colère dans certains cas. Le risque, c'est quelque chose qu'on apprend à gérer, à maîtriser. Et d'une certaine manière, prendre des risques, c'est grandir. Et c'est pour ça qu'en éducation aux médias de l'information, on conçoit le risque comme une maîtrise des médias et une stratégie de résilience. Parce qu'il faut à la fois savoir, connaître les risques, savoir faire, les gérer, savoir être, adapter sa vie à ses usages citoyens sans tout arrêter, parce qu'il y a aussi plein d'opportunités dans le numérique et il faut bien prendre l'équilibre entre opportunités et risques, et savoir devenir, c'est-à-dire se projeter tout au long et au large de la vie, parce que les accidents qui arrivent à l'école sont des accidents qui continuent plus longtemps, mais aussi on peut trouver des solutions tout au long de la vie, des solutions de la résilience. Alors, quand on regarde les risques, le panorama européen est assez large. J'espère que vous n'avez pas peur en voyant cet écran avec nous. Il y a des risques au bien-être numérique, figurez-vous. Le temps excessif passé à l'écran, le harcèlement, le chantage, on va en reparler. Tout ce qui relève de l'identité en ligne, de la e-réputation, et puis des risques cognitifs, d'être pris dans des bulles de filtre, de ne pas arriver à en sortir. Les autres risques sont des risques à la sécurité, c'est peut-être ceux auxquels on pense le plus. Le vol de données, la collecte de données personnelles, l'atteinte à la vie privée, le marketing comportemental. Des risques de citoyenneté, ça c'est ceux dans lesquels en éducation aux médias et à l'information on est le plus sensible, tous ceux qui arrivent maintenant liés au désordre de l'information, les dites fake news, le discours de haine, la radicalisation en ligne, éventuellement la surveillance excessive sur les réseaux sociaux. Et puis pour nous tous, un peu dans l'enseignement, dans les établissements d'enseignement qui reçoivent des jeunes, certains sont des mineurs, la protection des mineurs avec toute la problématique de la pédopornographie et de son identification, l'exposition à des contenus choquants et éventuellement des possibles rencontres et contacts dans la vie réelle. Donc ces risques-là, ils sont assez nombreux, mais vous voyez que déjà quand on les organise, c'est une façon déjà de commencer à les maîtriser et de se dire, eh bien, je vais me concentrer sur la citoyenneté ou les risques au bien-être numérique. On va plutôt se concentrer aujourd'hui, vu les questionnements qui arrivent en ce moment auprès des personnels, des institutions, sur les risques au bien-être numérique, notamment ceux qui relèvent du cyberharcèlement, qui relèvent de tous les problèmes associés un peu aussi au discours de haine et aux insultes, aux injures. De quoi parle-t-on? Eh bien, on parle de menaces, on parle d'intimidation en ligne, on parle de risque d'ostracisme, d'isolement de certains.
Ce qu'il faut savoir, c'est que avec le numérique, le sentiment, c'est qu'il y a une diffusion massive, instantanée qui a lieu, notamment avec les usages du mobile qui sont en hausse, et je vous parle bien sûr moi de la perspective des usages, Maître Amaury vous parlera de la perspective du droit, mais ce qui est aussi frappant, c'est que ça n'est pas juste accidentel, ça n'arrive pas une fois, ça peut être répétitif, ça peut être de l'ordre de la violence, qu'elle soit verbale ou psychologique, ça fait partie de toutes sortes de potentiels de messages, que ce soit les chats, les blogs, les mails, voilà. Et peut-être ce qui est le plus frappant, c'est le sentiment qu'il n'y a pas de répit, que ça se passe 24 heures sur 24, qu'on peut être atteint partout. Et on voit en ce moment, depuis la Covid-19, la montée sur Instagram de ces risques de harcèlement notamment. Et tous les autres réseaux sociaux aussi sont embarqués, sauf peut-être Twitter. C'est bon à savoir. Et bien entendu, il y a cette question des traces. Et de l'anonymat de ceux qui se mettent dans la situation de harceler les autres. Se rajoute aussi quelque chose pour lequel nous sommes très très sensibles, à savoir que ce qui avait autrefois lieu en ligne, on se disait bon, c'est juste du virtuel, maintenant a des retombées hors ligne. Il est clair qu'il y a une connexion entre le harcèlement et tous ces risques donc, de bien-être, au bien-être, à la fois hors ligne et en ligne. Et c'est peut-être ça qui rend la gestion de la chose plus complexe. Alors, quelques données chiffrées, sans vouloir vous mettre le poids trop sur ces données quantitatives, qui de toute façon sont sous-représentées parce que c'est quelque chose qui est plus vécu que rapporté. Mais en gros, les enquêtes récentes des 3 dernières années montrent qu'environ 20% des jeunes sont confrontés au cyberharcèlement. C'est un cinquième. Alors, en majorité à l'école, dans le réel, mais quand même un cinquième des faits se passe sur les réseaux sociaux, souvent plutôt par texte, mais aussi dans les jeux vidéo, où il y a beaucoup de chats, et souvent on n'y pense pas, on pense plutôt aux réseaux sociaux, mais les jeux vidéo maintenant ont leurs réseaux sociaux incorporés, et puis encore quelque chose d'un peu ancien, le mail qui arrive. Mais ne pensez pas que c'est simplement les jeunes qui sont affectés, un tiers des adultes entre 18 et 34 ans sont touchés, c'est ce que montre l'étude de Statista dont je vous montre les statistiques ici, et du point de vue genre, on pourrait dire que le cyberharcèlement, c'est quelque chose de genré. C'est en général les filles et tout ce qui relève des LGBTQ+, qui sont plus harcelés, et les garçons qui sont plus harceleurs. Alors, si on continue sur les données chiffrées, qu'est-ce qu'on voit apparaître comme type de cyberharcèlement ? D'abord et avant tout l'injure, l'insulte offensante, vous voyez presque la moitié des cas. Les fausses rumeurs, et là on est sur de la désinformation, donc les désordres de l'information viennent toucher aussi ces questions de bien-être. Les images explicites non sollicitées, ça c'est particulièrement le cas pour les filles harcelées sur les sites de rencontres, c'est ce que vous montre mon visuel. Et puis que d'autres personnes que les parents demandent constamment aux personnes ce qu'elles font, où elles sont, etc. Et ensuite, on parle de menaces physiques et de partage d'images sans consentement. Voilà, donc une certaine proximité avec le discours de haine, avec la désinformation, ce qui rend à nouveau le phénomène complexe. Alors, on peut le reconnaître et il faut s'y former, mais il faut le repérer. Il y a des signaux faibles et puis des signaux forts. D'abord déjà se dire qu'il y a quelques cibles préférentielles. On disait les filles, les LGBTQ+, mais les personnes efféminées, les personnes en situation de handicap, les roux, les personnes en surpoids, etc., vont avoir une tendance à être pointées du doigt parce qu'elles sont hors normes en quelque sorte. Elles représentent l'autre, les autres. Ça se traduit en termes de signes faibles, mais qui peuvent très vite basculer en signes forts, en refus d'aller en classe, à l'université ou même au travail,
En général, pour des personnes en général sociables, par un changement de comportement, de l'ordre du repli sur soi, l'évitement des lieux de socialisation habituels, une angoisse par rapport aux écrans parfois, le refus de faire du travail sur écran parce qu'on a peur de voir apparaître ces messages qui perturbent, des troubles du sommeil, alors c'est peut-être ça où on commence à voir le signe fort, la baisse des résultats scolaires, ça c'est universellement reconnu comme étant un très très bon indicateur dans les 2 à 3 mois. Et puis aussi des troubles physiques et des troubles du comportement, des phobies, des TOC. Et du coup, si on essaie de faire une petite typologie rapide des types de cyberharcèlement qui relèvent du monde virtuel, qu'on retrouvait moins avant dans le harcèlement normal, si je puis dire, le harcèlement en réel, on voit apparaître un certain nombre de stéréotypes. Des stéréotypes qui vont être liés au genre ou à l'orientation sexuelle de la personne, à la fonction sociale, à la profession de la personne, à l'appartenance géographique de la personne insultée, ou qui vont s'en prendre à son essence même. Donc là, vous voyez que ça peut devenir très profond et on a sous-estimé le retour en force des stéréotypes en ligne. Alors, ensuite, dans les détails un peu plus croustillants, si je puis dire, vous voyez que j'emploie là que des termes du monde anglophone, qui s'est beaucoup plus attaché à ce genre de détails, sans doute que les mondes francophones. On a toutes les insultes sexistes et les rumeurs, notamment celles qui peuvent relever de ce qu'on appelle le revenge porn, la revanche des amoureux délaissés, que certains appellent en anglais donc le slut shaming. J'ai essayé de traduire ça, la stigmatisation par promiscuité. Ça ne représente pas à quel point la violence des mots en anglais est forte en ce qui nous concerne. Il y a aussi dans l'autre typologie, le flaming, c'est-à-dire le fait d'envoyer massivement en ligne des messages insultants, voire haineux, pour provoquer un conflit ouvert. Alors là, on retrouve des stratégies qui ressemblent au trolling, c'est-à-dire à l'invasion, la présence de certains individus qui viennent semer le trouble spécifiquement pour déplaire, pour créer aller à la castagne, si je puis dire, avec des propos donc misogynes et haineux. Et puis, dans les derniers éléments, il y a ce qu'on appelle en anglais le roasting, c'est-à-dire se moquer, ridiculiser, c'est-à-dire qu'on incite les gens eux-mêmes à se ridiculiser en ligne, à se mettre en danger, et ça, les adolescents et les jeunes adultes peuvent se prêter à ce jeu pour montrer qu'on est cap. Donc ça peut entraîner, ça peut être dans un contexte qui au début est amical, un petit peu des défis, des challenges, comme on sait les faire en ligne dans les jeux vidéo, pour rire, pour s'entraîner à des batailles verbales, comme les rappeurs peuvent le faire, mais ça peut tourner mal, et à ce moment-là, on est dans le flaming et le roasting. Donc vraiment des situations qui s'aggravent, et ce qui est important, c'est que ça peut se passer très très vite, ce dérapage. Alors évidemment, si on en parle, c'est qu'il y a des conséquences dans la vie réelle, des conséquences pour les personnes. Première conséquence à laquelle on ne pense pas assez quand on vous dit baisse dans les notes, etc., c'est qu'il y a des pertes cognitives. Les personnes qui sont harcelées, elles sont obnubilées, il y a une espèce d'orage chimique dans leur cerveau qui font qu'elles ne pensent qu'à cela. Elles ont beaucoup de mal à se concentrer sur l'apprentissage ensuite. Donc il y a un impact sur la capacité d'apprentissage. Et ça peut entraîner des suites pour le reste de la vie, du décrochage, de l'abandon, de la phobie, une extrême difficulté pour un certain nombre de personnes qui ont subi du harcèlement à reprendre le chemin des études et de la diplomation. Donc, évidemment, un impact tout au long de la vie, associé aussi à de la perte de l'estime de soi. Plus grave, bien sûr, le fait que de l'anxiété puisse créer de la dépression, des pertes de sommeil, et on sait que 36% des personnes interrogées dans la dernière étude de Grande-Bretagne, Ditch the Label, se sont déclarées déprimées. Et là aussi, ça avait des conséquences à plus ou moins long terme. Des troubles du comportement, ça peut aller à l'automutilation,
On sait que les enfants victimes de harcèlement sont 9 fois plus susceptibles que d'autres d'être aussi victimes de fraude d'identité, donc des problèmes qui vont vers les questions de sécurité dont on parlait tout à l'heure aussi. Voilà. Dans les cas les plus graves, c'est le suicide, ce qui rend évidemment tout le monde autour de soi désemparé. Les personnes qui ont subi du harcèlement sont 2 fois plus susceptibles que d'autres de passer à l'acte. Les pensées suicidaires ont doublé entre 2008 et 2015. Donc, et on l'associe ça à l'augmentation du cyberharcèlement. Voilà. Ça, c'est pour les individus, bien sûr. Puis on peut se poser la question, et je sais que ça vous intéresse, aujourd'hui, la question de ce qui se passe dans les institutions quand cela arrive, ces cas. Ça perturbe le climat scolaire, le climat universitaire, mais le climat de travail dans son ensemble. Il y a de la souffrance au travail pour les personnes, du burn-out pour certains, un sentiment de culpabilité pour l'équipe. Cela peut donner de la démotivation, parce qu'on a un sentiment de désarroi, de ne pas savoir que faire, un peu de colère face au sentiment d'être mal équipé, de ne pas avoir été formé à ce genre de situation grave, qui peut mener aussi à des conflits d'ailleurs, entre collègues, entre partenaires, entre étudiants et équipes pédagogiques, etc. Donc voilà, des conséquences qui tombent en cascade. Maître Amaury, bien sûr, on va aussi vous dire qu'il y a des cascades juridiques. Absolument, je vous remercie, Madame la professeure. Voilà, je voudrais maintenant aborder les questions juridiques en lien avec toutes ces difficultés de communication en ligne. On a parlé de cyberharcèlement. Je vais, dans ma présentation, vous parler tout d'abord de la liberté d'expression, car au fond, si on en vient au principe, nous avons une liberté d'expression, mais nous verrons dans quelques instants qu'elle doit être et qu'elle est limitée, justement pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Je vais d'abord vous parler de la liberté d'expression. C'est une liberté du citoyen qui est consacrée, qui est reconnue non seulement sur le plan international, mais aussi en France. Je vous dirai tout d'abord que les plus grands textes internationaux, on peut prendre par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, traitent de cette question. Tout individu, je le cite, a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répondre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen que ce soit. Ça veut dire en définitive qu'on ne peut pas être inquiété pour les idées que l'on diffuse. Bon, on voit bien que c'est une liberté politique. Mais ceci dit, la déclaration nuance un peu en nous disant que la liberté d'expression comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toutes espèces, c'est ce que l'on fait, sans considération de frontières, sous quelque forme que ce soit, orale, écrite, imprimée, artistique, et par quelque autre moyen ou par quelque autre moyen de son choix. Ce qui veut dire que, en fait, cette liberté, elle est très large. Néanmoins, il y a des limites. Et ces limites, la déclaration, par exemple, des droits de l'homme et du citoyen de 1789 nous la donne. On peut certes parler, écrire, imprimer librement, alors que ce soit d'ailleurs sur un mode physique ou au contraire dans le numérique, sauf, nous dit le texte, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. C'est-à-dire qu'en fait, si l'on abuse de cette liberté, si l'on crée un dommage à autrui, à ce moment-là, cette liberté, elle trouve sa limite, vous comprenez. On ne peut pas user sans limite de la liberté de manière générale et de la liberté d'expression en particulier. Alors, vous avez compris que j'en viens maintenant aux limites à cette liberté d'expression. Et ces limites juridiques, vous savez, on les invoque concrètement devant les tribunaux. Nous les invoquons lorsque nos clients viennent se plaindre de ce qu'ils ont subi, par exemple de la diffamation,
quelqu'un a cru utiliser sa liberté d'expression, mais il l'a utilisée à très mauvais escient. Alors qu'est-ce que c'est que la diffamation? Vous me pardonnerez ces définitions juridiques, mais je vais être assez précis. Sachez que tout ce qui est diffamation, nous verrons après l'injure, est géré, réglé par une loi très ancienne qu'on appelle la loi sur la presse. Elle s'applique aussi bien dans le monde physique que sur Internet, cette loi. Elle remonte à 1881. Qu'est-ce que la diffamation? On entend par diffamation toute allégation ou toute imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps concerné. Donc, que veut dire cette définition? C'est que lorsque l'on impute, lorsque l'on dit que quelqu'un a fait quelque chose et que ce quelque chose porte atteinte à son honneur ou à sa considération, à ce moment-là, on peut être convaincu de diffamation. Vous verrez que l'injure est aussi un délit de presse et c'est aussi une limite à notre expression sur Internet. On ne veut pas utiliser une expression outrageante, un terme de mépris, d'invective contre quelqu'un, même si cela ne renferme aucun fait précis, si vous voulez. Donc ce sont des délits de presse que l'on voit aujourd'hui dans l'audiovisuel, sur Internet, mais aussi dans la presse papier. Alors, quels sont les éléments qui caractérisent vraiment la diffamation? Je fais la synthèse de cette slide. Pour qu'on puisse parler de diffamation, il faut, et que ça soit sanctionnable, il faut d'abord alléguer d'un fait précis. Par exemple, on va dire que tel représentant d'une association, tel représentant d'une association, par exemple d'élèves, de parents d'élèves, a détourné les cotisations des adhérents à ses propres fins. Voilà l'exemple, et on nomme la personne. Donc, vous voyez bien que l'on va alléguer un fait précis, un détournement des cotisations, peut-être en citant à quelle période et dans quelle quantité. Ensuite, on met en cause la personne déterminée. On peut parfois dire le nom de ce responsable de l'association ou de dire le président, mais il est peut-être facile de vérifier qui est-ce. Et puis, ça porte évidemment le détournement de fonds, c'est porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne. Et enfin, le caractère public, si ces propos diffamants sont mis à la connaissance de tous, c'est-à-dire par le biais de réseaux sociaux, sur un site internet, à travers un blog, lors de mails envoyés à un très grand nombre de personnes. Vous avez la diffamation non publique. Ne l'oubliez pas, vous avez à la fois de la diffamation publique et puis on peut aussi porter atteinte à la réputation et à l'honneur d'une personne dans un cadre très étroit. Regardez, c'est le cas par exemple d'un auteur d'une diffamation vis-à-vis de sa victime dans un SMS. Eh bien, sachez qu'on peut agir sur le fondement de la diffamation contre cette personne. Et vous voyez bien qu'on n'est pas dans le cadre d'une divulgation publique, puisqu'il y a l'auteur et le destinataire. Ça peut être aussi dans un cadre restreint. Quelques personnes, lors d'une réunion de service, lors d'une réunion interne, jettent l'une contre l'autre des anathèmes, et plus précisément, l'une va diffamer l'autre en indiquant un certain nombre de faits précis qui vont rester dans un cercle étroit. Là aussi, c'est la diffamation qui peut avoir lieu sur un réseau social très calibré, très paramétré, pour un nombre restreint d'amis. Quelles vont être les sanctions de la diffamation? Car au bout du compte, on cherche la sanction de celui qui a porté atteinte à son honneur et à sa réputation. Eh bien, si vous voulez, vous avez un éventail des peines. La diffamation publique est punissable de 12 000 € d'amende maximale. Alors, ce sera le tribunal correctionnel qui prononcera cette amende contre celui qui sera convaincu de diffamation. Mais il y a des circonstances aggravantes. Et vous savez, si jamais on se rend coupable de diffamation à l'encontre, par exemple, d'un élu, d'un parlementaire, mais aussi si l'on diffame quelqu'un en
n'ayant des propos sexistes, homophobes, racistes, handiphobes, eh bien là, on porte encore plus atteinte à une personne fragile, je parle du dernier exemple, ou alors une personne notoirement connue ou qui exerce une fonction qui doit être respectée. À ce moment-là, vous voyez bien qu'on passe de 12 000 à 45 000 euros d'amende maximale. Hein, c'est un maximum. Quand on est dans la diffamation non publique, on est dans le cadre de la contravention, puisque finalement l'écho de la diffamation sera moindre, 38 euros ou 1 500 euros si les propos sont racistes. Il y a des exceptions à la diffamation. Parfois, un journaliste va, c'est un exemple qu'on donne classiquement, va révéler une information qui en fait ne sera pas reconnue coupable même si elle paraît diffamante. Quelles sont les deux exceptions? Exception de bonne foi, exception de vérité. Exception de bonne foi, si l'auteur est sincère, s'il disposait des éléments suffisants pour dire oui, cette responsable d'association a détourné un certain nombre de fonds, j'ai des documents, j'ai des extraits de compte, etc. S'il poursuit un but légitime, par exemple moraliser la vie associative, si il a utilisé cette information en conformité avec le but qui s'était fixé, s'il a été relativement prudent dans les termes, à ce moment-là, on pourra, dans certains cas, dire qu'il était de bonne foi et il ne sera pas accusé ou en tout cas condamné pour diffamation. Il y a un deuxième cas, c'est l'exception de vérité. C'est lorsque ce que l'on avance est exact, que c'est vrai. Et à ce moment-là, il suffit de prouver que c'est exact. Il n'y a plus de diffamation. L'injure maintenant. L'injure, on n'impute aucun fait précis contre une personne, simplement on lui lance des anathèmes. Là, l'injure publique, c'est 12 000 euros d'amende. Et si c'est on verra, une injure privée, c'est simplement une contravention, 38 euros d'amende. Vous avez, dans les injures, d'abord, on désigne personne. Quand on injure quelqu'un, pour dire qu'il y a injure en droit, il faut désigner personne, il faut qu'il y ait une intention coupable, la volonté d'injurier sciemment. Et puis des éléments de publicité, si c'est l'injure publique, bien évidemment que cela soit connu d'un cercle pas étroit, mais plutôt large. Et puis, il faut évidemment que les propos soient eux-mêmes injurieux et outrageants. Mais vous savez que l'injure ne reposera pas nécessairement sur un fait précis, en général sur aucun fait précis. Elle se suffit à elle-même. Alors, l'injure publique, on comprend ce que c'est. L'injure non publique, c'est lorsque la victime est directement injuriée, qu'il n'y a pas tellement de personnes tierces, au fond par un SMS, hein, l'exemple que je vous donnais pour la diffamation. Ou alors quand c'est dans un cercle très restreint de personnes, on en a parlé tout à l'heure. Et à ce moment-là, on parlera d'injure non publique. Dans quel cas on peut avoir une excuse quand on injure quelqu'un? Quand je parle de l'injure, elle peut être orale, elle peut être aussi une injure écrite, hein, ne l'oublions pas. Eh bien, lorsque on réagit à une provocation, et c'est l'excuse de provocation, quelqu'un pousse un autre dans ses retranchements, peut-être l'a déjà injurié, et on peut comprendre qu'à cette injure il y ait une autre injure qui soit proférée. Et quand on a été provoqué, c'est un peu comme la légitime défense, celui qui a injurié, s'il démontre qu'il a été provoqué, ne sera pas condamné. Tout cela, évidemment, ce sera le juge qui appréciera. Vous avez d'autres éléments qui limitent la liberté d'expression. Le dénigrement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le dénigrement sur Internet, mais le dénigrement, c'est en droit un qualificatif qui désigne, au fond, l'atteinte portée par quelqu'un à l'image des produits d'une entreprise ou des services de cette même entreprise. Hein, vous voyez, par exemple, une entreprise de transport. Bon, on va dénigrer ses services, on va combattre, on va contester la manière dont les produits sont proposés au public. Alors, il peut y avoir d'ailleurs de bonnes raisons à cela. Dans ces cas-là, si la victime estime qu'il y a dénigrement, elle pourra s'opposer à ce dénigrement en agissant devant les tribunaux judiciaires. Le respect de la présomption d'innocence, là, on n'a pas le droit, et vous le savez, c'est un autre élément qui limite ce que l'on peut dire sur Internet. On ne peut pas porter atteinte à la présomption d'innocence des personnes lorsqu'une affaire n'a pas été encore jugée. Vous connaissez cela, et à ce moment-là, si tel est le cas, eh bien, il y a des condamnations qui sont prononcées, car chacun a le droit au respect de sa présomption d'innocence.
Le délit de fausse nouvelle, vous connaissez les fake news, c'est aussi une limite, on ne peut pas dire n'importe quoi sur Internet, justement, la loi sur la presse a été modifiée grâce et aux moyens de la loi, notamment sur les fake news, et lorsque l'on diffuse une fausse nouvelle, si vous voulez, des pièces fabriquées, falsifiées. On pourrait imaginer des documents truqués, des photos modifiées. Eh bien, quand tout cela a été fait de manière mensongère et que cela a troublé la paix publique, à ce moment-là, il y a délit de fausse nouvelle et l'amende peut aller jusqu'à 45 000 € d'amende. Le cyberharcèlement, nous en avons parlé tout à l'heure. Alors, on sait ce que c'est que le harcèlement. Et nous avons une disposition très précise du Code pénal, l'article 222-33-2-2. Qu'est-ce que c'est ce cyberharcèlement? C'est le fait justement de harceler, comme le mot l'indique, une personne par des propos et comportements répétés. Hein, c'est l'idée de répétition. Ayant des conséquences graves, puisque les conséquences vous ont été expliquées tout à l'heure, c'est la dégradation des conditions de vie, vous voyez, qui se traduisent par une altération de la santé physique ou morale, voire mentale d'une personne. Alors, pour les faits les moins graves, ça sera 1 an de prison et 15 000 € d'amende, c'est un maximum. Mais ça peut être un peu plus important lorsque c'est-à-dire les condamnations seront doublées lorsque les propos, les comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes. En fait, on va harceler en groupe, hein, même si chacun harcèle pour une petite partie, si vous voulez. Mais ça sera l'addition qui fera la difficulté. Qu'il y ait concertation ou pas concertation entre les personnes qui harcèlent. On augmente encore la peine qui est multipliée par 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € dans des cas qui nous concernent. Directement par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est d'abord les cas où il y a véritablement des conséquences graves pour la personne. Hein. On voit bien qu'incapacité de travailler pendant plus de 8 jours. Lorsque aussi ça a été commis, ce cyberharcèlement est commis à l'encontre ou sur des mineurs de 15 ans ou moins. Ou alors lorsqu'ils ont été commis sur des personnes d'une particulière vulnérabilité, due à l'âge, due à la santé physique, due à l'apparence de la personne. Vous voyez ce que l'on a évoqué. Et puis enfin, lorsque ces harcèlements ont été commis par l'utilisation ou au moyen des services de communication en ligne, alors on voit bien ce que c'est, ou par le biais d'un support numérique ou électronique. On pourrait imaginer des plateformes, on peut imaginer beaucoup de choses. Le net, en règle générale. Et puis, lorsque le harcèlement a été fait, alors que le mineur était présent et y a assisté. Imaginez un parent qui se fait harceler et ses enfants assistent à cela. Enfin, continuons sur ce sujet. Autre atteinte à la liberté d'expression, c'est l'incitation à la haine, à la violence et à la discrimination raciale. Et là, qu'est-ce que c'est? On le sait, c'est le fait de pousser par son attitude des tiers à maltraiter des personnes en raison de leur couleur de peau, de leur origine, de leur religion. Hein. Et tout cela constitue un délit, c'est-à-dire que c'est sanctionné par les tribunaux, les juridictions pénales, 45 000 € et une peine pouvant aller jusqu'à près de 10 ans de prison. Vous voyez bien que cela peut aller très loin. Je finirai pour dire qu'il y a des règles aussi qui s'opposent à la diffusion d'une image, car la liberté d'expression, c'est aussi le droit de diffuser des images. Mais lorsque l'on porte atteinte à la vie privée, c'est le Code civil, l'article 9 qui nous le dit, par exemple en portant atteinte au droit à l'image des personnes, à ce moment-là, il y a des condamnations possibles, de même que lorsque l'on porte atteinte à la dignité de la personne humaine, lorsque l'on révèle des événements de la vie privée depuis un lieu privé, à ce moment-là, on ne peut pas diffuser ces images sans encourir un certain nombre de condamnations. Vous voyez bien qu'il y a des peines d'1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende dans certains cas, et puis sinon, ça va être des dommages et intérêts. Voilà ce que je voulais vous dire sur
tous ces aspects juridiques. Et je cède la parole à la professeure Madame Levina Frau Mex. Donc nous, ce qui nous intéresse en voyant ce panorama fait par Maître Amaury, c'est de voir que la loi est à jour, le numérique est pris en compte, mais que malgré tous ces éléments extrêmement précis, nous n'avons pas ces éléments-là toujours en tête dans nos établissements, et quand la situation arrive, et que même si la loi est précise, même si les définitions existent de manière précise, ça recouvre quand même beaucoup de zones grises. Je crois, Maître, vous êtes d'accord avec moi? Chaque situation doit être à nouveau considérée en elle-même et interprétée. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire en éducation aux médias et à l'information, en droit aussi, évidemment, la meilleure solution, c'est de prévenir. Une personne avertie en vaut deux. Nous sommes avertis, nous savons la réglementation. Il faut peut-être s'en faire un petit pense-bête et le garder auprès de soi quand on est soi-même dans un établissement. On peut s'en servir, par exemple, pour créer un règlement intérieur, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes puissent créer des chartes dans les établissements. Nous préconisons par exemple que chaque année, la charte d'établissement ou une charte d'Internet, par exemple, soit créée. Chaque année pour que les gens se mettent à jour, s'approprient ces notions, dont certaines sont complexes, entre l'insulte, la diffamation. Il y a effectivement une gradation. Et donc souvent, en s'en faisant un règlement interne, ça permet de s'approprier des concepts qui par ailleurs peuvent sembler un peu lointains et un peu étrangers. Et donc, c'est une des façons de s'approprier cela. On peut aussi le faire en organisant des débats en début d'année, par exemple, pour se rappeler les règles, pour se tester. Ça peut être fait sur le mode du challenge, du défi, que les jeunes aiment bien. On peut lancer des quiz et puis éventuellement donner des badges à la sortie. Dédramatiser un petit peu ces contenus qui sont toujours un petit peu lointains. Alors, c'est à la fois dédramatiser, mais il faut aussi débanaliser. C'est-à-dire que se dire ça passera, se dire bof, voilà, on va attendre. On a bien vu que le problème, c'est que ça s'amplifie beaucoup en ligne, que ça se répète et que ça perdure, et que donc les personnes peuvent vraiment être dans des situations d'emprise, notamment dans les cas de harcèlement, qui sont compliqués. Et donc, pour prévenir, il faut réagir assez vite et essayer d'établir le dialogue, parce qu'un des problèmes que l'on a avec ces situations difficiles, la diffamation, l'insulte, etc., c'est qu'il y a une loi du silence qui s'implique, qui arrive et qui est très difficile à briser. Il y a un délit du harceleur, déni du harceleur, pardon, qui va dire non, ou alors je ne savais pas que j'avais fait ça, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Il y a un déni du harcelé, parce que lui aussi n'ose pas trop le dire. Parfois, il le dit très très tard. C'est là l'importance des signaux faibles à identifier par l'équipe pédagogique qui entoure. Et à cela vient parfois s'agréger une espèce d'effet boomerang dans lequel l'équipe pédagogique ou l'équipe universitaire, y compris parentale, etc., de direction, peut avoir un sentiment de culpabilité. Et du coup, là aussi, briser le silence, c'est assez compliqué. Donc, créer de la confiance pour permettre la diffusion de la parole en confiance, ça peut se faire en petits groupes, ça peut se faire sans confrontation des personnes. C'est important. La prévention, c'est aussi donc en amont penser l'équipe, ne pas se retrouver seul, par exemple, en tant que chef d'établissement face à la question. C'est aussi penser à établir des personnes tierces qui peuvent valider, vérifier les signes faibles, penser notamment aux infirmeries, les lieux où les jeunes expriment un certain type de mal-être et de malaise. Donc il y a comme cela un certain nombre d'éléments qui peuvent être mis en place pour repérer ce qui va relever effectivement des faits graves ou des faits qui sont encore en phase de développement, qui pourraient être arrêtés avec du dialogue, avec le silence qui est brisé. Sans oublier qu'en France, on a ce problème très compliqué par rapport au fait
de rapporter une situation, hein. Ça rappelle beaucoup des moments de collaboration, etc. Hein. Et donc, il faut changer les mots aussi, être très attentif aux mots. Nous, on préfère parler de signaler, un signalement, ça veut bien dire cela. Ce n'est pas une dénonciation, on signale, et puis après, on ira voir, effectivement, si les faits relèvent de ce que vous disiez. Hein. Donc, voilà, première instance à mettre en place, c'est un phénomène qui existe, en prendre conscience de son ampleur, et donc prévenir, hein, tout d'abord. Mais quand ça arrive, et malheureusement ça arrive même quand on est vigilant, hein, il faut avoir les moyens de la réaction. Hein. Alors évidemment, tout de suite, il y a un certain nombre de choses, on va dire, juridiques à faire. Hein. La maître, vous me reprendrez sans doute, hein, du côté du dépôt, hein, d'une plainte, hein, de l'ordre des sanctions aussi disciplinaires. Alors peut-être pas des sanctions juridiques, mais à l'intérieur de l'établissement, il y a des sanctions disciplinaires à prendre assez rapidement. Montrer que les adultes ou que les personnes responsables, justement, prennent conscience de l'affaire, parce que déjà ça rassure beaucoup, hein, et ça rassure notamment la victime, hein, qui va se sentir du coup plus à l'aise, hein, pour briser l'omerta et la loi du silence. Hein. Donc sécuriser les personnes, sécuriser l'établissement, bloquer ou désactiver un certain nombre de profils en ligne. Sauvegarder les messages, même si la charge de la preuve va être ensuite judiciarisée, hein, mais s'assurer quand même que les témoignages restent. Hein. Informer, dans le cas du numérique, toujours le fournisseur d'accès, le service, l'opérateur. De plus en plus, des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter prévoient des formulaires de signalement et ils peuvent réagir extrêmement rapidement. Hein. Ils ont des modérateurs maintenant formés à cela, hein, donc qui feront attention à la diffusion et à la non-amplification des messages. Quand il y a des photos, le plus vite possible les faire supprimer, parce que ce sont celles peut-être qui sont les plus douloureuses. Hein. Et évidemment, contacter ensuite les parents, les possibles témoins. Hein. Ne pas oublier qu'il y a des personnes tierces qui peuvent agir, hein, dans les deux sens. Hein. Ça peut accompagner la victimisation, hein, mais ça peut aussi rendre compte de ce qui s'est passé. Hein. Donc voilà, il y a plusieurs moyens, hein, de réagir, hein, en étant à la fois très présent dans l'humain de l'établissement, hein, et conscient qu'il y a des retombées juridiques, hein, et les assumer, hein, en sachant qu'on va être assisté par justement le juridique, n'est-ce pas, maître? Oui, tout à fait. Alors, merci pour ces précisions tout à fait utiles qui vont peut-être faire écho, et très certainement, à ce que je vais vous dire. Mais je vais prendre la même manière d'aborder le sujet. D'abord les mesures préventives et ensuite l'action. Alors la stratégie préventive, vous savez, il vaut mieux bien la définir au départ, et j'en vois plusieurs de ces stratégies préventives. D'abord, je pense qu'il faut que chacun ait conscience, et une formation comme celle-ci en est l'occasion, de l'éducation aux médias. En fait, ce que l'on va exprimer, que oralement, par écrit, les images que l'on va transférer, les textes auxquels on va donner accès, les liens que l'on va permettre de mettre à disposition d'autrui, tout ça nous engage. Donc il faut faire attention à avoir déjà peut-être soi-même un principe de précaution en tant qu'utilisateur, qui que l'on soit. Hein, élèves, enseignants, direction, association de parents d'élèves. Ensuite, il y a évidemment un règlement intérieur, et peut-être que le règlement intérieur de l'établissement évoquera ces questions. Vous avez aussi les procédures internes de signalement, on en a parlé tout à l'heure, qui doivent être mises peut-être en action, en éveil, avec peut-être des responsables de classe qui vont signaler, faire remonter les signaux. Ensuite, il peut y avoir aussi le relais des parents d'élèves éventuellement, la direction qui prendra ses responsabilités ou qui essayera de trouver une solution au problème en ayant le souci de savoir exactement ce qui s'est passé. Et puis, il y a aussi la prise en compte du risque pour les mineurs. Et là, attention particulièrement aux mineurs, notamment au droit, je pense, à l'usage de leur image. Hein, il faut le consentement des parents, ne l'oublions pas. Et puis, je dirais que si on arrive à déterminer au sein de l'établissement ce qui s'est passé, et disons l'auteur et la victime, les auteurs ou les victimes, eh bien, je préconiserais
peut-être le recours à la médiation. Alors, la médiation peut être de deux ordres. Elle peut être conventionnelle, c'est-à-dire qu'on va désigner un médiateur avant tout procès. Parfois, le juge va désigner un médiateur qui va essayer de trouver une solution pour mettre un terme au procès. Mais je pense qu'il faut aller en amont et ne pas hésiter à utiliser ce processus de règlement amiable des différends. S'agissant des stratégies d'action, alors il y a plusieurs manières de faire, évidemment. Je vais aller dans la gradation, si vous voulez. La première manière de faire, c'est peut-être, lorsque l'on est diffamé, demander un droit de réponse. Alors si on est sur Internet, on peut s'adresser à l'éditeur, par exemple, du blog, pour lui demander la possibilité d'intervenir. Vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez aussi faire un signalement aux réseaux sociaux et puis surtout aux plateformes de contenu. Vous savez qu'elles sont de plus en plus invitées à permettre aux personnes qui signalent des contenus haineux, par exemple, de pouvoir le faire de manière simple et le faire connaître à la plateforme de manière à engager une suppression rapide des informations qui sont évidemment injurieuses et qui sont condamnables en définitive. Donc ça, c'est un élément qui peut être intéressant à mettre en cause. Et puis, enfin, si vous voulez, la dernière extrémité, c'est le recours au juge. Alors, on dépose des plaintes. Alors, vous avez plusieurs manières de déposer des plaintes pour diffamation, injure, harcèlement, atteinte à l'intégrité de la personne. Vous voyez, toutes ces possibilités peuvent être utilisées en déposant une plainte auprès du procureur de la République qui va, s'il retient la plainte, faire une enquête et ensuite ça aboutira à un procès, puis une condamnation peut-être. Vous avez aussi la possibilité, si vous connaissez directement la personne qui s'est rendue coupable de cela, d'engager une action par la voie de la citation directe. Vous ne passerez pas par la plainte. La plainte, vous savez, elle doit être relevée par le procureur qui va regarder si la plainte mérite suite ou pas. Quand vous faites une citation directe, c'est obligatoirement celui qui est cité doit aller au tribunal et il y a des condamnations qui peuvent être prononcées. Vous voyez, donc on n'est pas sans ressources en la matière. Il y a de plus en plus de délits qui sont condamnés et vous avez vu qu'on va vers la complexité et vers la sanction de plus en plus rigoureuse. Voilà ce que je peux dire sur les sanctions et les stratégies. Et effectivement, vous mentionnez les ressources et on n'est pas démunis de ressources, notamment en France, mais aussi en Europe, avec des retranscriptions et des recours possibles ensuite en France. Par exemple, on peut s'inspirer de ce que fait l'Éducation nationale, même si on est au ministère de la Culture. On est quand même dans l'éducation pour beaucoup d'entre nous. Il ne faut pas hésiter à aller voir ce que fait l'USCOL du côté de l'Internet responsable, parce que là, il y a un certain nombre d'outils, de ressources pédagogiques qui sont offertes. Il y a aussi Internet sans crainte, qui est une ressource à la fois européenne et française. Il y a aussi le collectif de la CNIL qui s'appelle EducNUM, qui a lui aussi produit un certain nombre de documents, donc la CNIL du côté de la protection des données, de la protection de la vie privée, donc aussi les questions de protection de la personne, et donc aussi des points de signalement, point contact du ministère de la Justice aussi et du gouvernement, qui permet de faire des signalements, là aussi, qui peuvent aller ensuite à des plateformes qui procèdent un peu à la police du net. Donc voilà, toute une série de ressources. On a peut-être d'autres maîtres à rajouter plus précisément que moi là-dessus. Moi, je centrerai le propos me concernant sur l'aspect purement juridique, si vous voulez. Vous avez d'abord des formations sur tous ces problèmes de harcèlement, de cyberharcèlement, d'atteinte à la dignité de la personne, de droit à l'image, de protection des données personnelles, etc. Alors, dans le programme Émile, qui est mis en œuvre par le ministère de la Culture, cela existe. Vous avez des formations et je vous invite à vous former pour trouver les réponses, comprendre les aspects juridiques. Mais si vous êtes en face d'un problème urgent, vous avez tout de même des ressources, je dirais,
en termes de texte. Vous pouvez consulter d'abord le site Légifrance, hein, qui vous donnera les articles de loi les plus actualisés au jour le jour. Et puis sinon, je vous invite aussi à, si vous ne comprenez pas ou vous ne connaissez pas bien une définition juridique, à vous mettre sur ces sujets, à vous mettre sur le site service-public.fr. C'est le service c'est le site internet de l'administration française qui vous donne de très bonnes définitions. Donc revenez à cela. Sinon, si vous voulez pousser le raisonnement un peu plus loin, vous avez des revues juridiques qui sont spécialisées. Je pense à Légipresse sur tout ce qui est Internet, diffamation, injures, etc. Vous avez Communication et commerce électronique, une autre revue qui est accessible en bibliothèque, et puis dans les bibliothèques de droit ou sur commande, si vous voulez, par abonnement. Et vous avez Dalloz IT/IP qui traite aussi de ces questions. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour, mais il y aurait sûrement aussi de l'imagination. Et regardez les codes, achetez des codes à jour, faites attention. Voilà. Et puis, bon, voilà, vous formez effectivement, comme nous vous le suggérons. Nous avons une quinzaine de minutes qui nous restent pour répondre à quelques questions qui viendraient de l'audience. J'en profite pour vous signaler que si nous ne répondons pas à tout, ne paniquez pas. Madame Roland va récupérer ces questions et nous enverra les plus importantes, parce qu'on ne pourra pas répondre à tout, mais nous nous prêterons bien au jeu, Maître Amaury et moi-même, de répondre à ces questions qui sont toutes légitimes, hein, bien sûr. Voilà. Donc la première qui nous arrive, quel type de sensibilisation peut-on faire auprès de nos élèves ? Alors, la sensibilisation, écoutez, je pense que cette sensibilisation, c'est d'abord de dire que les propos les termes qu'on utilise, les images que l'on diffuse, il faut d'abord se poser la question de l'impact que ça peut avoir sur autrui. Et je dirais même inverser un peu les choses en disant, si jamais je recevais ce propos, si l'on diffusait une photo de moi dans ces conditions-là, quelle serait ma réaction ? Est-ce que j'accepterais ? Est-ce que mes parents, mon entourage seraient d'accord ? Et je pense que c'est un moyen déjà d'être davantage soucieux du respect d'autrui et puis prudent, parce que même si on a des motivations, des colères, attention que la colère ne vous brouille pas l'esprit et n'entraîne pas des conséquences qui sont très très regrettables pour la suite de vos carrières si vous êtes des élèves. Et vous savez bien que les condamnations, ça peut un jour être inscrit sur un casier judiciaire, ça peut gêner. Et voilà, donc mettre justement les tribunaux, émettent-ils réellement des sanctions juste pour des injures? Et est-ce qu'on peut porter plainte au tribunal? Alors, combien ça coûte? Alors, en fait, oui, s'il y a des injures, il y a des sanctions. Alors, il faudra évidemment déposer plainte. Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On porte plainte soit directement par le biais d'une citation directe, on cite celui qui a proféré l'injure, soit si on ne connaissait pas exactement qui est-ce, on va rechercher qui est-ce et on va donc déposer une plainte contre X. Voilà. Et les coûts, les condamnations, on les a vus tout à l'heure. Pour les injures, ça peut aller jusqu'à 12 000 € d'amende. Et encore, si l'injure est faite sur des publics particulièrement sensibles, ça peut encore être aggraver ces sanctions. Vous voyez, donc ça n'est pas neutre. Ouais. Et il faut un avocat pour être devant le tribunal. Donc vous recommanderiez, par exemple, on pourrait avoir 3 ou 4 numéros de téléphone accessibles très rapidement pour pouvoir agir, donc ne pas être piégé par cela, anticiper bien sûr. Alors une question pour moi, je dirais-je, mais peut-être pas. L'arrivée de l'IA risque-t-elle d'amener de nouvelles formes plus puissantes, complexes, insidieuses de harcèlement? Question que je me pose. Oui. Bien sûr qu'elle peut le faire. Figurez-vous qu'il y a une IA qui a été entraînée par des trolls à tenir des propos injurieux en ligne. Et elle a dû être immédiatement désactivée. Mais on peut effectivement se retrouver avec des situations à venir qui pourront devenir plus complexes, avec des personnes qui pourront être diffamées juste parce qu'on pourra les mettre dans des situations différentes en changeant leur visage, en leur faisant prononcer des propos qu'elles n'ont pas prononcés. Nous n'y sommes pas encore
Et je crois qu'il va y avoir tout un travail sur l'éthique de l'IA hein, qui va arriver et dont nous bénéficierons aussi. Pour le moment, déjà, se former à repérer les signaux faibles, avoir une équipe pédagogique qui est complémentaire, tant dans la vérification des notes, la relation aux étudiants, une équipe diversifiée dans laquelle il y a même peut-être des jeunes, des anciens, hein, qui peuvent contribuer à créer une bonne entente, un bon climat, hein, c'est peut-être une des priorités tout de même. Alors je vois, merci beaucoup de ces précisions. Les pseudos, l'anonymat ne permet-il pas de passer au travers des filets juridiques? Alors, vous savez, l'anonymat est relatif. D'abord, ce n'est pas parce qu'on nomme pas quelqu'un que par des périphrases, on ne peut pas finalement savoir de qui il s'agit. Quand on parle, si on évoque la fonction d'une personne qui est bien identifiée, ben on va très bien savoir qui est-ce. Et puis attention à l'anonymat parce qu'il y a aussi la possibilité pour celui qui est la victime de déposer une plainte et de demander, ou de saisir plus exactement le tribunal, et de demander qu'il soit fait injonction, donc obligation à soit à l'hébergeur, soit au fournisseur d'accès à Internet, de donner un certain nombre d'informations sur la connexion, sur le lieu d'où est partie l'information, le message, et on peut remonter avec une enquête au véritable coupable. Donc non, ce n'est pas... Ça peut être intéressant à signaler dans la sensibilisation. Exactement, tout à fait. L'anonymat n'est pas une garantie éventuellement, hein, et que donc ça permet de s'en préserver très tôt. C'est vrai, tout à fait. Alors, celle-là elle est pour moi, je pense. Allez-y. Les mouvements de type MeToo ont-ils une influence positive sur le harcèlement sexiste? Est-ce qu'il y a des jokers qui existent dans cette situation? C'est vrai que ces mouvements-là hein, ont attiré l'attention hein, sur effectivement des cas extrêmes hein, et ont fait se libérer la parole. Hein, tout ce problème de libération de la parole, le déni du harcèlement, le déni du harceleur, le déni du harcelé. Donc là aussi, c'est des mouvements qui, à mon avis, ont permis en ligne, mais aussi dans la vie réelle, à un certain nombre de personnes de se découvrir et de nous faire découvrir l'ampleur du phénomène. Hein. Donc de ce point de vue-là, c'est des mouvements, je dirais, qui ont été intéressants pour la prise de conscience hein, de ces situations et jusque dans leurs conséquences juridiques. Il y a eu malheureusement, comme toujours, des effets boomerang sur ce genre de mouvement, hein, c'est-à-dire des mouvements... contraires hein, et qui repèrent et qui viennent troller aussi hein, des hashtags comme le hashtag MeToo. Hein, donc il faut à nouveau faire extrêmement attention. Hein, nous sommes devant un phénomène complexe et du coup se pose la question de la responsabilité. Hein. Tout à fait. Justement pour MeToo, on a quelques décisions déjà de jurisprudence sur la diffamation. En fait, certains ont accusé, mais ont accusé sans preuve suffisante et on a considéré que les tribunaux ont considéré que c'était de la diffamation parce qu'on n'arrivait pas à démontrer la vérité des faits. C'est toujours le fait de rapporter la preuve, ça n'est pas une façon, ce n'est pas évident. Oui. Je vois une question, quelle est la responsabilité des institutions si un agent est harcelé au travail sur son mail professionnel? Alors, effectivement, la responsabilité de l'employeur, c'est quand même d'assurer un certain nombre de garanties à ses salariés et de traiter la difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir déjà démontrer qu'on a pris le sujet au sérieux, qu'on a essayé de trouver des solutions pour mettre un terme à ce harcèlement, si vous voulez, ou à ces propos. Donc on pourrait, si vous voulez, l'administration, l'établissement pourrait il pourrait lui être reproché de ne pas avoir agi, d'être resté inerte, plutôt qu'être... Et ce ne sera pas une responsabilité directe, ça veut dire véritablement en fait une responsabilité, en gros, par la passivité, si vous voulez. Mais néanmoins, je suggérerais quand même
de faire très attention de la part de cette administration, de cette école, de l'établissement, et de bien traiter les problèmes, car qu'on peut imaginer que la victime va à la fois saisir les tribunaux pour demander des dommages et intérêts si c'est nécessaire, contre celui qui est à l'origine des faits, mais peut-être aussi contre l'établissement. Donc vraiment, je demanderais je conseillerais une grande prudence. Oui. Et puis je crois qu'on peut parler aussi de co-responsabilité quelque part, c'est-à-dire que si on prévient à l'avance, si on s'y prépare, on mobilise tous les acteurs et on fait comprendre que c'est en venant à plusieurs et de plusieurs perspectives sur la question qu'on va être le mieux à même de résoudre toute question qui pourrait arriver de manière violente et percutante. Oui, alors, on nous dit sur le chat, les étudiants ne semblent pas réaliser la nature de ce qu'ils font. Alors. Sensibiliser les jeunes est essentiel, leur répond Pascal Garot, ma complice du côté de Savoir Devenir. Alors, sensibiliser les étudiants, ils ne semblent pas réaliser la nature. Alors, notre problème, les jeunes, effectivement, sont dans une position nouvelle, c'est-à-dire que jusqu'à présent, et autrefois, disons, jadis, lorsque l'on proférait une insulte, lorsqu'on a quelque chose à reprocher à quelqu'un, finalement on s'adressait directement, ou voire on parlait dans la classe de ce qui se passait. Maintenant, si vous voulez, d'abord il n'y a plus de limite entre la sphère de l'école, de l'établissement d'enseignement, de l'université et la sphère purement privée. C'est-à-dire qu'en fait, ça continue, les relations entre jeunes continuent après le temps de travail. Il n'y a donc pas de limite. Et puis, même pas de limite dans l'heure. Ça peut être même la nuit. 24 heures sur 24 sur 24. Donc, dites-vous bien qu'il y a d'abord... tout le monde est sensible, tout le monde, chacun d'entre nous n'aime pas être insulté, n'aime pas être montré du doigt, n'aime pas avoir des accusations qui sont proférées, qui sont injustes, n'aime pas qu'on se moque de son physique, etc., de tout ce qui fait son identité, sachant qu'on est d'ailleurs, on peut évoluer en plus, donc est-ce qu'on se moque un jour de quelque chose qui peut un autre jour ne plus être reproché, vous voyez, donc il y a disons cette empathie qui est nécessaire, et c'est vrai qu'avec les moyens, les réseaux, on pense qu'on est à l'abri. Ça a été la question tout à l'heure en se disant finalement je suis derrière mon écran, personne ne va me voir. Sauf qu'en réalité, on arrive, et les pouvoirs publics et les autorités de police arrivent à conserver les traces. Les traces, rien ne s'efface. Tout s'enterre, mais rien ne s'efface en quelque sorte. Donc on retrouve, et c'est tellement vrai que certains ont même demandé, qui ont été condamnés pour ces propos, ont demandé le droit au déréférencement, parce que sur les sites internet ou sur les moteurs de recherche, quand on tapait le nom d'une personne, on avait la condamnation qui arrivait, alors que c'était passé 10 ans avant. Vous voyez, donc il faut faire vraiment très attention, et puis attention parce que évidemment ça peut être reproché ensuite dans la suite de la carrière, je dirais. Tout à fait. Donc là, du point de vue des jeunes, effectivement, nous avons une responsabilité d'adultes. Nous avons une responsabilité et pour eux une prise de conscience du fait que c'est pas parce qu'on est éloigné qu'on fait pas mal. Voilà, donc peut-être remettre un peu les émotions à leur place sans leur donner trop d'amplitude, se donner la possibilité de l'empathie, de souffrir avec de certaines manières pour pouvoir mieux repartir, ressortir ensuite de ces émotions très très fortes qui sont échangées à ce moment-là. Refroidir le jeu, c'est aussi un peu le rôle. Alors, quelle est la responsabilité des témoins, de ceux qui diffusent des propos injurieux? On sait bien qu'un des problèmes en ligne, c'est cette capacité d'amplification des rumeurs. En 2 heures, on peut passer à une rumeur qui est amplifiée. Ça prend en général 2 à 4 heures pour montrer qu'une rumeur est fausse, qu'une rumeur est vraie, pour montrer que nous avons affaire à quelque chose de faux, de diffamatoire ou autre. Ça prend 14 à 15 heures, c'est-à-dire le temps de beaucoup de dégâts. Bien sûr. Et puis, vous savez, comme disait Beaumarchais, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Donc, la personne ne va pas être, même si elle est disculpée au bout d'une procédure, et là on parle
effectivement de cette vérification que les propos sont faux, sont inexacts, et parfois c'est plusieurs mois de procédure pour arriver à une décision dont on peut faire appel ensuite. Vous voyez, donc on n'en sort pas du tout indemne. Et par conséquent, c'est la responsabilité directe de celui qui profère les propos, mais aussi, alors on parle des témoins. Une question nous est posée, quelle est la responsabilité des témoins et de ceux qui diffusent des propos injurieux ou autres? Bien, moi je dirais que, après c'est une affaire de conscience, mais attention à la non-assistance à personne en danger. Si on est on sait que quelqu'un est particulièrement fragile dans un cours, dans une classe, etc., et qu'on sait que cette personne, elle pourrait peut-être un jour commettre l'irréparable. Est-ce qu'on ne peut pas, on n'est pas sûr tout de même de se voir reprocher quelque chose dès lors qu'on a démontré qu'on était témoin, parce qu'on a reçu le message, parce qu'on peut prouver qu'on a reçu le message ou qu'on l'a rediffusé. Attention, le témoin, celui qui pense être témoin, est peut-être aussi un peu acteur. Voilà, c'est ce dont il faut se méfier. Il ne faut pas non plus hésiter, parce que vous disiez, ça prend du temps cette procédure. Qu'est-ce qu'on fait entre-temps, hein? Et là, je pense qu'il y a vraiment un travail de médiation dont vous parliez, mais ne pas sous-estimer la force symbolique, par exemple, de l'excuse. Hein, de demander, de s'arranger pour que les 2 ou les 3 personnes impliquées s'excusent, soit en privé, soit en public. Hein. Après, c'est aux uns aux autres de voir. Hein, mais il y a peut-être un travail comme ça de récupération, hein, de remédiation, qui peut être fait en attendant que la justice suive son cours, hein, pour que les gens puissent continuer à travailler, à être dans le même espace, hein, et ne pas subir la double peine, notamment dans le cas de la victime, hein, qui souvent, on dit, déplacez-la dans un autre établissement. Est-ce que c'est la bonne solution d'isoler quelqu'un en milieu d'année dans un établissement où il y aura à nouveau à se faire des liens, etc. etc. hein. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on préconise. Hein. Donc, c'est plutôt dans le climat scolaire et dans l'accompagnement rapproché, hein. Mais notamment l'accompagnement symbolique, je pense que là, on peut être dans des zones de réparation qui sont les zones aussi de l'école. Hein. Je vous rejoins tout à fait, parce que là, je pense qu'on touche un problème très très important parmi les questions qui ont été posées, cette idée de médiation. Pourquoi elle est importante? D'abord, qu'est-ce que la médiation? C'est un processus. Vous avez un médiateur qui est un professionnel qui va réunir 2 personnes, imaginons celle qui a proféré les propos litigieux, qui a fait du mal, et la victime, et chacun va donner sa version des faits, s'exprimer et dire pourquoi il l'a fait. Et parfois, on a proféré une insulte parce qu'on pensait que, en réaction à si vous voulez, il va y avoir une vérité qui va être dite de part et d'autre, on va se serrer la main si ça fonctionne, on n'en parlera plus, et si vous voulez, des 2 côtés, le conflit sera purgé définitivement. Et vous citiez tout à l'heure le cas d'une personne qui pourrait à ce moment-là changer d'école. Oui, mais on se rend bien compte que ceux qui ont été victimes de harcèlement, malheureusement, attirent vers eux dans les autres écoles les mêmes comportements parce qu'on les sent fragiles, parce que ceux qui ont tendance à ne pas voir les limites qu'il convient de s'assigner vont les dépasser. Donc je pense que c'est la meilleure des choses. Parce que quand on a une décision de justice, certes, on sait que l'autre a été condamné, mais est-ce qu'on est pour autant guéri? Pas du tout. On a simplement, son problème a été reconnu par une instance tierce, qui est tout simplement un tribunal judiciaire. On ne connaît pas le juge, le tribunal, on a un morceau de papier, voilà, mais c'est tout. Mais quand celui qui a proféré les propos a reconnu et s'est excusé, a demandé pardon, et qu'on a compris pourquoi il avait fait ça, à ce moment-là, on est bien mieux. Et c'est la meilleure Et puis ça va plus vite. Ça va plus vite, hein, et ça peut justement réparer. Hein. Et c'est un peu le rôle que parfois on donne à l'éducation aux médias. Alors il y a une dernière question qui nous est posée parce qu'il va falloir conclure. Merci en tout cas de toutes vos questions. L'éducation aux médias et à l'information, hein, est-elle obligatoire à l'école, dans les universités? Alors je vous laisse... Oui, eh bien non. Non, malheureusement, parce qu'elle pourrait effectivement permettre ce type de prévention et d'aller jusqu'au bout de ce que nous disions, c'est-à-dire qu'après, il y a toutes les stratégies
de solutions, de réactions positives, de réfutations, des rumeurs, des choses comme ça. Hein. Elle est considérée en ce moment dans l'éducation nationale comme faisant partie d'une compétence transversale qui est enseignée soit par les professeurs documentalistes, soit par des enseignants de discipline, dans certains moments, certains temps. Mais donc elle n'est pas avérée de manière continue, ni dans le primaire, ni dans le secondaire. Dans les universités, elle est parfois faite dans les INSPE, hein, l'Institut des formations des enseignants. Il y a 1 ou 2 DU, à ma connaissance, qui existent maintenant à l'ENSIB et à Lille, et puis 1 ou 2 masters qui le font en plus, notamment en documentation. Donc ça demande à être beaucoup plus développé. Nous poussons bien sûr avec l'INA, avec le ministère de la Culture, hein, à ce que ça soit aussi fait dans des lieux où se retrouvent les adultes, comme les médiathèques, les bibliothèques, hein, et que ça fasse aussi part de la formation des adultes, parce que c'est les adultes qui sont le plus en désarroi, je pense, en ce moment, quand des cas comme cela, hein, ce qu'on appelle les désordres de l'information, hein, ou les attaques contre le bien-être en ligne, hein, arrivent. Hein. Les adultes sont peut-être parfois ceux qui ont le plus besoin de soutien pour ensuite pouvoir avoir des réponses auprès des plus jeunes. Hein. Et pour être bien soutenu, je pense qu'il serait bon que cette éducation aux médias, ça c'est une suggestion, soit enseignée dès l'école et surtout dans le cadre peut-être de ce qu'on appelait l'instruction civique, où vous voyez, ça fait partie du bon exercice de sa citoyenneté et de ses libertés. Tout à fait, citoyenneté et liberté. Ça s'apprend jeune. Ça s'apprend jeune, ça se continue. Et après, bien évidemment, ça s'entretient. Ça s'entretient, voilà. Et ça se met à jour. Exactement. Donc, ainsi s'achèvent nos échanges aujourd'hui. Merci. Bravo à vous, maître. Merci, bravo à vous également. Et merci à tous nos participants, tous ceux qui ont posé leurs questions. On vous rappelle qu'il y a une rediffusion le jeudi 2 décembre à 14 h. Donc restez bien attentifs à vos messages qui ne seront pas du tout dans le harcèlement, mais au contraire dans la bienveillance.